Elle avançait là où les touristes cherchaient la beauté, mais ne trouvaient souvent que le silence des disparitions. Le sentier le long de la rivière San Miguel promettait des cascades et des photos, mais pour Karina Lopez, cet itinéraire devint la frontière, au-delà de laquelle plus personne ne vit ses pas. Karina avait 33 ans. Originaire de Guadalajara, elle travaillait comme graphiste. Ses amis la connaissaient énergique, prête à partir à la moindre occasion. Chez elle, les murs étaient couverts de photos, non pas de visages, mais de paysages. Sentiers de montagne, déserts, couchers de soleil sur la mer. Elle répétait toujours « Je me souviendrai mieux d'un lieu que d'un visage ». Elle avait décidé de passer ses vacances en Colombie, un pays dont elle rêvait depuis longtemps. Son objectif était simple, une randonnée jusqu'aux célèbres cascades du département du Putumayo. L'itinéraire, prisé des amateurs d'écotourisme, traversait la jungle où la San Miguel serpente entre les rochers et s'efface dans la brume. Les guides décrivaient ce trajet comme une aventure pour randonneurs aguerris. Sur les forums, les voyageurs partageaient des photos d'embruns irisés et de gorges verdoyantes. Mais, au milieu de ces commentaires, apparaissaient parfois des mises en garde. « Soyez prudents, la zone n'est pas sûre. Mieux vaut partir avec un guide. » Karina avait tout lu, mais tranché. Le risque en valait la peine. Elle avait toujours marché seule, et la solitude était pour elle moins un danger qu'une liberté. À Mocoa, petite ville sur la route des cascades, elle s'installa dans une auberge. Le propriétaire, un Colombien âgé au sourire doux, lui demanda si elle avait un guide. Elle rit « Je m'en sortirai, j'ai une carte, un téléphone et de l'expérience. » Il prit un air plus sérieux et dit « N'oublie pas, la San Miguel n'est pas toujours accueillante. » Le matin du départ était clair, le soleil perçait une légère brume, le sentier commençait juste derrière la lisière de la ville. Karina marcha d'un pas léger, sac sur le dos, gourde, appareil photo en bandoulière. Elle tourna une courte vidéo pour ses amis. « Je démarre le parcours, 2 jours de marche m'attendent et l'une des plus belles cascades d'Amérique du Sud. Souhaitez-moi bonne chance. » Les premiers kilomètres furent faciles. Un étroit chemin longeait la rivière, le grondement de l'eau accompagnait ses pas. À gauche, le versant montait. À droite, des fourrés où clignotaient des oiseaux aux couleurs vives. Elle prenait des photos, souriait à la caméra. Mais au bout d'1 heure, les premiers signes d'inquiétude apparurent. Au sol, de grosses traces de chaussures, trop lourdes pour des touristes. Sur les troncs, des entailles fraîches de machettes. Karina s'arrêta, sortit son carnet et nota « Traces d'hommes, pas de touristes, sans doute des locaux, j'ai l'impression que quelqu'un est devant. » Elle reprit sa route, mais ses pas devinrent plus prudents. Elle surveillait chaque virage, tendait l'oreille au moindre froissement. La rivière grondait toujours, mais la forêt semblait s'être tue. À midi, elle atteignit une colline d'où l'on voyait la San Miguel. L'eau étincelait au soleil, l'écume blanchissait en contrebas. Elle s'arrêta pour prendre un cliché, mais dans l'objectif n'entra pas que la rivière. Plus bas, à un coude du sentier, 3 silhouettes avançaient. Des hommes. L'un avec une machette sur l'épaule, l'autre avec un sac, le troisième portait un bidon en plastique. Karina sentit tout se crisper en elle. Elle savait, sur ce sentier, on ne croisait pas de groupe avec du carburant et des armes. Ce n'étaient pas des touristes. Elle rangea vite l'appareil et décida d'attendre. Mais les hommes gravirent la pente plus vite qu'elle ne l'avait pensé. Quelques minutes plus tard, ils furent devant elle. Ils s'arrêtèrent calmement, comme s'ils allaient simplement à leurs affaires. Pourtant, leurs regards n'avaient rien d'accidentel. L'un demanda « Tu viens d'où » La voix parlait espagnol, avec un accent. Karina répondit « De Mocoa, je veux voir la cascade ». Elle s'efforçait de parler d'un ton assuré, sans peur. Les hommes échangèrent un regard. Celui à la machette réajusta sa sangle et dit « Ici, ce n'est pas sûr. Mieux vaut venir avec nous. » L'intonation ne laissait pas le choix. Karina fit semblant de remercier. Tout en elle protestait. Son itinéraire, sa liberté, ses plans s'effondraient. Mais elle savait, refuser pouvait être plus dangereux qu'accepter. Elle les suivit. Le sentier replongea. Les hommes marchaient d'un pas sûr, sans se retourner. Karina, derrière, sentait son cœur battre dans les tempes. Elle essayait d'échafauder un plan.
Revenir en arrière, s'enfuir, mais elle comprenait impossible. Quand ils furent distraits, elle griffonna dans son carnet « Je suis avec 3 hommes, ils me conduisent, secteur de la Saint-Miguel. Si l'on me retrouve, souvenez-vous de ça. » Le soleil déclinait, l'air humide s'alourdissait, les ombres s'allongeaient. Les hommes quittèrent le sentier principal. Ils se mirent à se frayer un passage à la machette vers le versant. Karina comprit, la route de la cascade était finie. Commençait un chemin qui ne lui appartenait plus. Cette nuit-là serait la première où sa liberté disparaîtrait tout à fait. Elle espérait encore que tout se terminerait par une rencontre fortuite, que ces 3 hommes reprendraient leur route et elle la sienne. Mais le 2e jour transforma son espoir en illusion. Sur le sentier de la Saint-Miguel, on n'a pas de compagnon par hasard. Si l'on te mène, c'est que ton itinéraire ne t'appartient déjà plus. La nuit après la première rencontre fut agitée. Les hommes s'arrêtèrent sur une petite clairière, allumèrent un feu. Karina s'assit à l'écart, les genoux serrés, tâchant de ne pas montrer sa peur. Elle essayait de ne pas penser à la distance qui la séparait de la ville. Une idée tournait en boucle, personne ne sait que je suis ici. Elle voulait tout mémoriser, l'odeur de la fumée, la disposition du feu, les voix. Chaque son devenait un repère dans sa mémoire, comme si elle pourrait ensuite le transmettre à d'autres. Le matin s'ouvrit sur l'humidité. La pluie tambourinait sur les feuilles, la brume rasant le sol. Les hommes plièrent vite le camp. L'un chargea le bidon, le second ajusta sa machette, le 3e vérifia le sac. D'un geste, ils ordonnaient à Karina de suivre. Elle obéit. Le chemin s'éloignait de la rivière. La machette ouvrait les fournées, les branches lui fouettaient le visage. Chaque pas coûtait plus cher que la veille. Elle sentait ses forces baisser, mais ne pouvait ralentir. L'un d'eux se retournait toutes les quelques minutes, et son regard n'avait rien de patient. Karina savait qu'il lui fallait laisser des signes. Mais comment? Pierres et boues ne gardent pas les inscriptions. À un moment, pendant qu'il fumait, elle laissa tomber discrètement un élastique noir pour les cheveux, un tout petit repère que quelqu'un pourrait remarquer. Puis elle nota dans le carnet « J'ai laissé une marque au 12e kilomètre, petit élastique noir ». À midi, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau. Les hommes sortirent à manger, galettes, viande séchée. L'un lui lança un morceau. Elle remercia, même si la bouchée pesait dans sa gorge. Elle but de l'eau bouillie au feu et enregistrait mentalement chaque geste. L'un portait toujours le bidon, un autre gardait la machette, même au repos. Le 3e semblait plus jeune et la regardait le plus souvent. Elle tenta de parler. « Où allons-nous » L'homme à la machette la fixa et répondit sèchement « Ne demande pas », comme si la question ne devait plus jamais être posée. Après la pause, ils repartirent. La route montait maintenant vers les pentes. Les jambes de Karina s'alourdissaient. Elle buta contre une racine et tomba sur un genou. Les hommes s'arrêtèrent. L'un l'aida à se relever, mais sa main était rude, comme s'il soulevait une chose et non une personne. Elle murmura un merci et repartit. Le soir, ils établirent le camp sous un rocher. Karina remarqua que les hommes installaient tout très vite et très net, comme s'ils l'avaient fait des centaines de fois. Le bidon fut posé à part, près du feu. Le sac de l'un semblait rempli de quelque chose de lourd qu'il gardait toujours à portée. Elle tenta de deviner ce qu'il contenait, mais comprit, ce n'était pas son affaire. La nuit, elle dormit à peine. Allongée sur une couche humide, elle écoutait des bruissements aux abords du camp. À un moment, elle entendit des pas tout proches. Elle ouvrit les yeux, une silhouette. Quelqu'un se tenait immobile, tourné vers elle. Mais le visage restait dans l'ombre. Elle se figea. Au bout d'une minute, l'ombre s'éloigna. Elle ne sut pas si c'était l'un des siens ou quelqu'un d'autre. À l'aube, elle sortit un dictaphone et dit tout bas « 2e jour, 3 hommes me mènent, je ne sais pas où. Je suis Karina Lopez. Si on retrouve cet enregistrement, sachez que je ne marchais pas de mon plein gré. » Elle coupa vite l'appareil et le glissa plus profondément dans sa poche. Au petit matin, ils repartirent. Cette fois, le chemin longeait la rivière. L'eau grondait, mais ce tumulte n'étouffait pas l'attention. Les hommes échangeaient des phrases courtes, parfois riaient. Elle n'entendait que des mots isolés, frontières, nuit, pente. Chaque éclat de rire la glaçait.
Elle comprenait, il ne riait pas d'une plaisanterie, mais d'elle. Elle essaya de penser au Mexique. Elle revoyait ses parents, ses amis, son bureau encombré de crayons et d'esquisses. Ses souvenirs l'ancrèrent comme une amarre. Elle se répétait « Je dois rentrer, je dois sortir d'ici ». Dans l'après-midi, ils firent une autre halte. L'un sortit un couteau et se mit à couper une corde. Il le faisait calmement, sans hâte. Karina regardait et comprenait. Tout ce qui se passait autour d'elle obéissait à leurs règles. Les siennes n'existaient plus. Elle tenta encore. « Je suis touriste, je n'ai pas d'argent, je voulais seulement voir la cascade. » Les hommes se regardèrent. Le plus jeune dit « Tu la verras, mais pas celle que tu croyais. » Des mots à la fois moqueurs et prémonitoires. Le soir du deuxième jour, ils s'arrêtèrent sur une grande clairière. Le feu prit, les hommes mangèrent et parlèrent. Karina resta à l'écart. Elle sortit son carnet et écrivit la dernière note du jour. « Je ne vais pas là où je voulais, mais j'espère encore. Si l'on retrouve ces notes, sachez que j'ai essayé de me battre. » La nuit apporta de nouveau l'inquiétude. La forêt bruissait, sans couvrir des pas. Par moments, il lui semblait que d'autres personnes tournaient autour du camp. Elle entendit une toux, des voix basses, mais quand elle regardait, personne. À l'aube, son journal s'interrompit. Elle pensait pouvoir tenir un jour de plus, mais dans la jungle colombienne, le troisième jour est toujours décisif. Ceux qui restent en route survivent ou disparaissent. Pour Karina Lopez, ce jour-là fut une frontière. Ses notes s'arrêtent et, à la place d'une voix, il ne reste que le silence. Le matin s'ouvrit sur une brume épaisse et collante. Les arbres semblaient des fantômes. La rivière disparaissait derrière un rideau blanc. Les hommes avançaient d'un pas sûr, comme s'ils connaissaient chaque tournant. Les jambes de Karina étaient de coton. Chaque pas demandait un effort. Elle essaya de respirer plus profondément, mais l'air était lourd. Un se retourna, lança « plus vite ». Elle accéléra, le cœur cognant si fort qu'elle eut l'impression que tous l'entendaient. Elle se dit « si j'avais su que ce serait ainsi, j'aurais… » La pensée s'interrompit. Trop tard, elle y était. À l'aube, ils débouchèrent sur une cabane abandonnée. Les planches pourrissaient, le toit s'affaissait. Les hommes entrèrent, fouillèrent. Karina resta dehors. Elle ouvrit son carnet et écrivit d'une main tremblante. « Troisième jour, près de la San Miguel. Avec moi, 3 hommes. Je ne marche pas de mon plein gré. » Puis elle le referma et le cacha plus profondément. Quand ils repartirent, le sentier disparut. La forêt se densifiait. Les lianes s'accrochaient aux bras, la machette tranchait les branches. Karina comprit, ils allaient désormais là où les touristes ne vont pas. Chaque fois qu'elle trébuchait, l'un d'eux la poussait rudement en avant. Elle serrait les dents pour ne pas pleurer. À midi, ils atteignirent une grande clairière. Au centre, un tas de cendres, reste d'un feu. La terre était tassée par des pas nus. Les hommes inspectèrent l'endroit, échangèrent un regard. La peur de Karina monta d'un cran. Elle sortit le dictaphone et chuchota. « Ils savent que je suis là. J'entends d'autres pas. Je ne suis pas seule. » À cet instant, elle vit un mouvement. À l'orée, une ombre passa, puis une autre, des gens. Ils se tenaient entre les arbres, observaient. On ne distinguait pas les visages. Les hommes restaient calmes, comme si tout se déroulait selon le plan. Karina se figea. Elle voulut crier à l'aide, mais comprit, personne n'avait l'intention d'aider. Ces ombres n'étaient pas un salut, mais une part de ce qui se tramait. La suite fut pénible. Les pentes se redressaient, le sol glissait. Karina tombait, se relevait, on la pressait à chaque fois. En elle, la phrase tournait « Je dois survivre, je dois revenir ». Le soir, ils arrivèrent à un ruisseau. L'eau était trouble. Sur les pierres, des traces fraîches de pas nus. L'un des hommes se pencha, les effleura du doigt, hocha la tête. Karina comprit, il se dirigeait là où d'autres attendaient déjà. Elle s'accroupit au bord, but quelques gorgées, puis sortit son carnet et écrivit « J'ai entendu leur rire,
Ils sont proches, je ne sais pas ce qui va suivre. Ce fut sa dernière note. La nuit tomba d'un coup. Les hommes allumèrent un feu, s'assirent, parlèrent. Karina, un peu à l'écart, fit semblant de dormir. À un moment, elle entendit un grincement. Quelqu'un ouvrait son sac. Elle ne bougea pas. Puis des pas, des voix basses. Elle ne comprenait pas les mots, mais savait il était question d'elle. À l'aube, la pluie effaça les traces du feu. Les hommes ramassèrent leurs affaires, ordonnèrent de repartir. Karina avançait lentement, son corps refusait d'obéir. Elle sentait ses forces la quitter, mais ils ne la laissaient pas s'arrêter. À midi, ils débouchèrent sur un bas-fond. La brume traînait au-dessus du sol. Devant, des constructions apparurent, quelques huttes en feuilles de palmier. L'air était lourd, sentait la fumée. Karina s'immobilisa. Elle sortit le dictaphone et dit « J'ai trouvé leur village ». Ce furent ses derniers mots. L'enregistrement se termine sur des craquements et un souffle de bruit. Quelques jours plus tard, les sauveteurs ne retrouvèrent que son carnet et le dictaphone. Le sac gisait sur la berge, aucun autre indice. Son chemin s'est arrêté là où commençait le territoire d'autrui. 2 mois après sa disparition, près de la San Miguel, il ne restait aucune réponse. La forêt avait lavé les traces, les témoins se taisaient et les autorités citaient de moins en moins son nom dans leurs rapports. L'histoire de Karina Lopez était devenue une énigme effrayante précisément parce qu'elle était faite de trop de silence. Quand Karina ne revint pas à Mocoa, le premier à s'inquiéter fut le propriétaire de l'auberge. Dans sa chambre, il y avait ses affaires personnelles, son passeport, une partie de son argent. Le lit était fait, comme si elle comptait rentrer. Au bout de 3 jours, il prévint la police. Une femme du Mexique n'est pas rentrée de randonnée. À partir de là, une chaîne de recherche commença, où chaque tentative ne menait qu'à de nouvelles questions. Le premier jour, la police inspecta l'entrée du sentier touristique. Dans le registre figurait son nom, Karina Lopez, Mexico, 33 años. Dernière mention, 9 heures du matin. Ensuite, plus rien. Les randonneurs partis le même jour ne l'avaient pas vue sur la piste. Le deuxième jour, on retrouva un petit feu à 5 km du départ. Le sol autour était tassé, des lambeaux de tissu gisaient près de là. Les experts ne purent confirmer si le tissu appartenait à Karina. Mais déjà, des agents disaient « elle a pu quitter l'itinéraire prévu ». 3 jours plus tard, on retrouva son carnet. Il était dans l'herbe, sur un versant, les pages lavées par la pluie. Sur l'une, quelques mots avaient tenu. « On me conduit, 3 hommes, versant nord ». Cette note changea tout. Il n'était plus question d'une disparition fortuite, mais d'un possible enlèvement. Des renforts de police et des militaires arrivèrent dans la zone. Ils ratissaient les rives, lançaient des drones, interrogeaient des habitants. Mais la jungle répondait par le silence. Les chemins ne menaient nulle part, les traces se fondaient dans la boue. Au bout d'1 semaine, on trouva le sac. Il avait été jeté près de l'eau, accroché dans les racines. Dedans, presque rien. Des vêtements, une gourde, une petite lampe. Le dictaphone était dans une poche séparée. Quand on l'alluma, la voix de Karina dit « J'ai trouvé leur village », puis des craquements et du bruit. L'enregistrement s'interrompit. Cette découverte fut le dernier témoignage confirmé de son parcours. Vint ensuite le temps des hypothèses. La première, officielle, Karina s'est égarée et n'a pas pu ressortir. En saison des pluies, la jungle devient un piège. Boue, zones marécageuses, eau contaminée, tout peut vous épuiser. Mais cette version n'expliquait ni la note dans le carnet, ni le sac déposé soigneusement sur la berge. La deuxième hypothèse, un accident. Elle a pu rencontrer des personnes qui l'ont forcée à dévier, puis son chemin s'est arrêté. Mais là encore, une question. Qui a alors laissé ses affaires et pourquoi? La troisième, la plus inquiétante. Elle est tombée sur des bandits qui opèrent dans la région.
Pour eux, un touriste n'est pas une personne, mais une ressource, un moyen de gagner, d'intimider, d'affirmer un pouvoir. Cette version expliquait bien des choses, sans preuve toutefois. Les habitants parlaient peu. Certains affirmaient à voix basse avoir vu une femme avec 3 hommes sur le sentier. D'autres disaient avoir entendu des cris la nuit, mais personne n'accepta de témoigner officiellement. Au Putumayo, la loi du silence durait depuis longtemps. Ici, parler haut est plus dangereux que se taire. La famille de Karina arriva en Colombie 10 jours après la disparition. En conférence de presse, son frère déclara « Elle y est allée pour la beauté. Elle voulait montrer la nature au monde. Nous ne voulons qu'une chose, connaître la vérité. » Sa mère, à ses côtés, ne parvenait pas à retenir ses larmes. Ces images firent le tour des chaînes mexicaines. Au Mexique, son histoire devint un symbole. Les journaux titraient « Une graphiste de Guadalajara portée disparue dans la jungle colombienne ». Sur les réseaux, des mots dièses à son nom se multipliaient. Les amis publiaient des photos. Karina en montagne, Karina avec son sac, Karina au bord de la mer. Tous répétaient « Elle n'a pas pu simplement disparaître ». Mais les recherches donnaient de moins en moins de résultats. Des hélicoptères survolaient la rivière, des bateaux patrouillaient la San Miguel, des bénévoles montaient des tentes sur les berges, et chaque jour se concluait de la même façon. Aucune trace. Au bout d'un mois, les autorités déclarèrent officiellement « Karina López est portée disparue ». Pour sa famille, ce n'était pas une réponse. Il continuait de presser les diplomates, exigeait d'élargir l'enquête. Le Mexique adressa une note à la Colombie sans plus d'effet. Dans les rapports de police, il ne restait que des lignes sèches. Dernière note du carnet, dernier fichier audio. Ces 2 pièces devinrent le centre des débats. Les chercheurs disaient « ce sont des données importantes ». Les journalistes écrivaient « c'est un appel à l'aide ». Mais personne ne pouvait répondre à la question clé. Que s'est-il passé après ces mots? Aujourd'hui, son histoire demeure ouverte. Au Putumayo, on en parle rarement. À voix basse, on évoque la femme partie seule vers les cascades et qui n'est pas revenue. Certains disent qu'on l'a emmenée plus loin dans la forêt. D'autres pensent que son parcours s'est arrêté au bord même de la rivière. Mais il n'y a pas de fait. Pour ses proches et ses amis, la vérité compte plus que tout. Il continue d'écrire des lettres, d'organiser des veillées. Sur une pancarte, on lisait « Karina est partie chercher la beauté. Elle a reçu le silence. » Cette histoire fait peur, non parce qu'elle regorge de violence, mais parce qu'elle contient trop peu de réponses. Que s'est-il passé avec Karina López près de la San Miguel? S'est-elle perdue dans la forêt? Est-elle tombée aux mains de gens qui ne voulaient pas de témoins? Ou la rivière a-t-elle effacé ses traces à jamais? Ces questions restent sans réponse. Et vous, qu'en pensez-vous? Avait-elle une chance de revenir? Ou bien le chemin du retour s'est-il effacé au moment où elle a croisé ces 3 hommes sur le sentier? Écrivez votre avis en commentaire, car ce sont précisément de telles histoires qui nous rappellent la beauté de la nature voisine toujours avec son côté sombre.